Moi, j'ai eu l'opportunité de travailler, on va dire vraiment à temps plein sur le mondial 2018 et en partie sur le mondial 2000, le dernier, le dernier mondial. En termes d'indicateurs de performance, c'était assez compliqué en fait d'identifier en fait les bons indicateurs. Moi, personnellement, j'avais comme indicateur de performance le taux de mémorisation, le taux d'engagement et puis les messages en fait et les intentions d'achat qu'elle a générées grâce à l'ensemble de la publicité display qui avait été effectuée. Mais aujourd'hui, avec du recul, quels doivent être en fait les bons indicateurs? Parce que je me mets dans la position en fait du directeur marketing qui a du budget, mais il se dit est-ce que ça vaut la peine de se lancer sur du display au niveau de cette période de la Coupe du Monde par rapport à une offre qu'il doit lancer? Aujourd'hui, pour toi, quels doivent être les bons indicateurs de performance si on part du principe d'abord que, on va lancer une campagne, une offre dédiée à la Coupe du Monde, une offre spéciale? Et puis également par derrière, si on a un contenu de marque qu'on veut lancer, un peu comme ce que Nike ou Adidas, par exemple, font, comme tu le sais, ils vont pas d'abord lancer une offre, ils vont déjà en fait travailler sur un contenu de marque qui consistera en fait à divertir des gens, les amuser, après par derrière, emmener maintenant leur offre commerciale. Donc aujourd'hui, pour toi, quels sont les vrais indicateurs de performance sur lesquels il faut se positionner ou il faut réellement surveiller lorsqu'on s'engage dans du display, dans une période où il y a beaucoup de bruyantes griffes en fait. Voilà. Euh, Dans une période de pub comme ça, il y a les indicateurs classiques, notamment le CTR et le CPM. Que tu peux expliquer tout doucement Ok, parce que le CPM, c'est déjà le coût pour 1000 impressions. Le coût pour 1000 impressions. Donc, il y a la plupart des plateformes la plupart des réseaux sociaux facturent les pubs comme ça. Et la plupart aussi des plateformes de display aussi facturent à l'impression. Donc, l'unité de mesure, c'est le CPM, coût pour 1000 impressions, ce qu'on paye pour 1000 impressions. Donc, il y a ça qu'on comprend. Et puis, à côté de ça, il y a le CTR qui est le taux de clic ou le taux d'interaction. En temps normal, beaucoup de personnes s'arrêtent à ces indicateurs de performance. Mais en temps de pression publicitaire, ces KPI peuvent devenir trompeurs, des pièges, peuvent comporter des biais qui vont induire l'appréciation réelle des performances réelles des pubs euh, qui vont les rendre erronés parce que c'est mécaniquement dégradé par l'inflation des enchères. Donc, à ce niveau, on procède autrement en faisant, en stratigraphiant les, l'évaluation. Le premier niveau d'évaluation, ce sera l'intention. On ira chercher, est-ce qu'on a vraiment capté l'attention des gens? Donc, aujourd'hui, avec les pubs vidéo qu'on a et tout, si on passe sur les pubs vidéo, on va parler de hook rate. Le hook rate, c'est le fait que une vidéo, pendant les trois premières secondes, sont censées capter l'attention. Donc, premier niveau est de voir, est-ce que la vidéo capte l'attention sur les 3 premières secondes? Et après le hook rate, on a le thumb stop ratio. Et ça, c'est beaucoup typiquement pour tout ce qui est visuel display. À ce niveau, ce qu'on on essaie de mesurer, est-ce que le visuel publicitaire qu'on a fait, est-ce que quand ça passe, que ça soit dans les fils d'actualité sur les réseaux ou quand ça s'affiche sur les écrans des différents trucs là, est-ce que ça capte l'attention?
Après ça, on a le hold rate qui est la qui est, comment appelle-t-on, l'autre revers du hook rate. Parce que le hook rate, est-ce qu'on capte les 3 premières secondes d'attention une fois que notre vidéo est affichée? Le hold rate, est-ce que on maintient cette attention-là sur les 15 secondes suivantes? Et après, on a le brand lift incrémental. Pour ceux qui font attention, par exemple, sur Facebook, quand vous interagissez avec une certaine publicité, après, il y a un petit formulaire de 2 ou 3 questions qui viennent. Donc, c'est aussi possible de pousser ça sur certaines plateformes de display pour pouvoir évaluer comment les gens apprécient ou ont apprécié les publicités auxquelles elles ont été soumises. Le deuxième niveau, c'est tout ce qui est KPI de conversion contextuelle. Donc, ici, on va parler de coût par audience qualifiée. Combien on a dépensé pour générer un groupe de leads plus ou moins engagés. Parce qu'on est dans la Coupe du Monde, c'est une période où les gens auront tendance à être beaucoup plus connectés parce qu'ils veulent avoir des infos sur les matchs, lire des articles, lire des analyses. Euh, donc, ils seront beaucoup plus là. On aura une plus grande exposition, on aura des interactions et ces interactions ne seront pas forcément vraies parce que la personne est habitée par des émotions qui n'a donc on essaie de voir. In fine, quand on a dépensé de l'argent, on a généré combien de leads plus ou moins qualifiés pour pouvoir apprécier réellement déjà le coût pour cette audience qualifiée-là. Donc après ça, il y a le taux de conversion post-clic. Une fois que la personne a vu la publicité, a interagi, quel a été le nombre, une fois qu'on a eu l'audience, comme je le disais précédemment, quel est le pourcentage de l'audience qu'on a eu qui, dans les 7 jours ou 7 voire 14 jours qui ont suivi, qui ont acheté ou bien qui ont réellement avancé dans le parcours d'achat. Donc, après, l'autre indicateur qu'on peut avoir, c'est le ratio retargeting versus publicité à froid pour voir qu'est-ce qui a le mieux converti, qu'est-ce qui a le moins converti. Le troisième niveau, c'est tout ce qui est les KPI d'efficacité média comparée. Ça permet, le premier truc, c'est le CPM normalisé. Pour déterminer le CPM normalisé, vous allez prendre le CPM de vos campagnes en cette période de tension publicitaire que vous divisez par le CPM historique que votre marque a d'habitude, le CPM moyen historique. Ça vous permet de mesurer l'inflation réelle subie. Et après, on passe maintenant sur euh, le, tout ce qui est client que vous avez généré, combien vous avez gardé ou bien combien de clients existants qui n'ont peut-être pas acheté pendant une certaine période et que cette campagne-là a réactivé, qui sont revenus acheter. Et au niveau de l'efficacité, c'est la part de voix qu'on a eue sur la période. Donc, tout ce qui est mention, tout ce qui est mention, affichage, euh, partage, puisque si vous avez des liens spéciaux et que vous déployez ces liens-là avec des UTM, vous pouvez tout traquer tout ça là. Après aussi, il y a des outils qui permettent de mesurer tout ce qui est la part de voix,
euh, le NPS, le Net Promote Score. Donc voilà un peu les indicateurs que moi, comment on appelle-t-on, sur lesquels je vais me porter pendant les périodes de tension publicitaire comme la période de la Coupe du Monde. Super. Je pense que de ce que je comprends et de l'expérience sur le terrain, vu que nous sommes dans une période où les gens seront exposés à de nombreux contenus et vu que pratiquement beaucoup de grandes marques vont investir de l'argent, l'une des choses les plus importantes, c'est pas le budget, c'est notre capacité à capter l'attention, si je retiens bien. Oui, il y a la capacité à capter l'attention, mais le budget compte parce que tout dépendra de comment ce budget-là sera utilisé. Quand on est dans ces situations, il faut rationaliser le budget pour pour avoir le plus d'impact. Pour avoir le plus d'impact. Si tu te souviens de l'une de nos discussions qu'on avait avant, euh, depuis des années, déjà en temps normal, quand la plupart des marques veulent communiquer, ils font juste peut-être un ou deux créas. Sinon, la plupart, ils font une seule créa qu'ils postent partout, en oubliant que toutes les plateformes ne répondent pas aux mêmes règles. Et maintenant, si on va sur cette stratégie qui est utilisée en temps normal, on ramène cette stratégie en- à une période de tension, on risque de passer inaperçu, de dilapider le budget et de diluer le message et puis de laisser le budget être bouffé par les enchères qui vont évoluer. Déjà, pour capter l'attention dans cette période, il faut contextualiser la campagne. Si, quand on fait bien attention, les campagnes que Adidas, Nike, Puma et consorts font pendant la période de la Coupe du Monde est souvent contextualisée. Coca-Cola le fait très bien. Coca-Cola, il contextualise doublement leur, leur campagne généralement dans la période de la Coupe du Monde. La première contextualisation, ils centrent ça sur tout ce qui est sport, la Coupe du Monde de football. Deuxième contextualisation, par pays, ils tiennent compte des réalités du pays, de comment est-ce que c'est un pays vraiment porté sur le football et ils trouvent des ancrages émotionnels sur lesquels appuyer leur campagne. Et en fonction de ça, après, on adapte le budget. Donc, adapter le budget est important parce que quand on a un certain budget, j'enclenche déjà, je donne un peu de détails sur une stratégie autour du budget. Quand on n'a pas un gros budget et on veut profiter de de la Coupe du Monde, déjà, entre jour J, -30 et jour J -15, on devait déjà être en phase d'amorçage. Parce que ce que beaucoup font, ils vont attendre à une semaine ou à la veille ou bien que la Coupe du Monde démarre pour pouvoir lancer leur publicité. Mais on peut déjà commencer. L'idéal, c'est de commencer déjà par chauffer un peu l'audience et faire du retargeting par derrière, mettre du budget en retargeting par derrière. Parce que souvent, en retargeting, on dépense moins que quand on s'attaque à une audience à froid. Donc, premier jour J-30 à jour J-15, phase d'amorçage avec un certain budget. Une clé de répartition peut être 60% sur tout ce qui est branding, 30% sur tout ce qui est performance et 20% sur tout ce qui est retargeting. Et la phase de pic qui sera jour J-14 à jour J.
pour clé de répartition du budget sur cette période, 30% sur le branding, 40% sur la performance et 30% sur tout ce qui est retargeting. Vous allez voir que ici, pour la phase de pic, genre jour J-14 à jour J-40, j'ai passé le budget performance à 40 parce que encore, en fonction de certains, de la plupart des commerçants, si on fait un focus sur tout ce qui est commerçant, dans cette période-là, ils peuvent vendre, par exemple, ceux qui veulent vendre des télés, ceux qui veulent vendre euh, de l'électroménager, des trucs pour le confort, ils peuvent trouver un angle parce que les gens seront un peu plus réceptifs à ça avant que la Coupe du Monde ne commence et que les gens ne rentrent vraiment en euphorie là. Il y a cette petite fenêtre-là sur laquelle on peut aller chercher de la performance. Et après, on a pendant l'événement où on fait du branding, cette fois-ci du branding vraiment contextuel par rapport à la période. Et euh, au niveau des performances, on diminue un peu, on revient à 30%. Et on passe maintenant tout ce qui est retargeting, cross-selling à 50% du budget. D'accord. Moi, il y a une autre chose que je veux ajouter, c'est que, comme tu l'as dit, il faut apporter beaucoup plus de contexte. Et en parlant de contexte, on va arriver au niveau de l'arbitrage du budget. C'est important que les directeurs marketing ou les responsables marketing puissent déjà trancher en fait avant le lancement de la campagne. Parce que souvent, il y a des campagnes qu'on lance et on est mélangé en fait dans les objectifs. On ne sait pas si on lance la campagne pour vendre, pour lancer un produit, pour occuper le terrain. On ne sait pas si c'est parce qu'on veut récupérer certains prospects. On ne sait pas si on veut être vu. Donc, dans l'arbitrage au niveau du budget, ça compte parce que c'est en fonction de la décision qu'on prend qu'on pourra attribuer un pourcentage à la visibilité et à la conversion. Donc, ça, c'est le premier point que je voulais aborder en substance à ce que tu viens de dire. La deuxième chose pour moi, pour enchérir sur ce que tu viens de dire, c'est important que, en tant que manager, on puisse évaluer en fait le tunnel, c'est-à-dire en fait le process dans lequel l'agence va travailler en fait sur notre publicité parce que souvent on a une bonne visibilité mais par derrière il y a zéro conversion. Souvent les contenus sont très bons mais en termes de distribution du contenu, le contenu n'est pas bien distribué. Souvent on réussit à ramener du trafic mais le retargeting également n'est pas bon. Après ça peut être une campagne qui est excellente mais le budget est un peu trop dispersé. Donc en tant que manager, pour challenger en fait son agence, c'est important d'avoir des informations à chaque niveau de ce tunnel-là pour savoir quel est le problème et puis prendre la bonne décision. Nourdine, je vais continuer avec toi et on va aborder surtout la question relative en fait à l'attention. Donc, parce que tu as insisté là-dessus. Donc, comment capter réellement l'attention dans cette période-là pour toi, surtout au niveau publicitaire? Euh, il y a différentes manières de capter l'attention. Déjà, on n'a pas déjà parlé tout à l'heure de tout ce qui est contextualisé, mais il y a aussi aujourd'hui l'avantage qu'on a avec le digital, c'est de rendre ce moment comme un moment de communion et peut-être aller chercher de l'interactivité au lieu de chercher seulement de la visibilité, chercher de l'interactivité. L'interactivité permettra d'être sûr que le message qui est poussé a été vu, mais que les gens ont compris et réagissent. Euh, quand on était, quand moi j'étais enfant, je me rappelle que pendant les périodes de Cannes, bien les périodes de foot, la Sobeba au Bénin, dans les boissons qu'ils faisaient à l'époque, ils cachaient des ballons, bien des trucs sous les capsules
on enlevait les plastiques qu'on trouvait. C'est une forme de publicité interactive que eux ils faisaient à l'époque. Aujourd'hui, on peut le faire avec des challenges. On peut faire des pubs, on poste et on met des challenges. Les gens essaient de le résoudre, de le poster. Et comme ça, plus on a les retours des gens, plus on sait que le truc a été vu et a été tout là. Et après, ce type de campagne orientée interactivité permet, au-delà de ce qu'on peut avoir comme indicateur, mais d'avoir un retour rapide. Déjà, si on lance des campagnes comme ça, au bout d'une première, de la première semaine, puisque je pense que la Coupe du Monde dure pratiquement un mois, au cours de la première semaine, on sait, est-ce qu'on arrive à atteindre notre objectif? Est-ce qu'on est réellement visible? Est-ce on draine du monde? Est-ce que les gens répondent pas derrière? Et ça permet, si il faut ajuster la stratégie, il va le travailler rapidement. Hmm. D'accord, mais et au Après niveau aussi, il faut des... aussi éviter de pousser des offres de façon frontale pendant la période des matchs. Parce que il y a une dissonance cognitive qui est là. Parce que la plupart des gens sont en fait, surtout quand le pays participe, quand le pays est participant de la Coupe du Monde, donc la plupart des gens, il y a une période de fête et la pub lui dira, faut acheter, les gens sont un peu dans l'euphorie. C'est vrai, sur certains types de trucs, ça va passer, mais sur d'autres trucs, ça ne va pas passer. Après, il faut arbitrer suivant le produit, mais de façon générale, c'est de ne pas aller frontalement sur tout ce qui est achat. D'accord. Au cours de cette période-là, on remarque que beaucoup de marques privilégient surtout des collaborations avec des créateurs de contenu, bien évidemment également avec du contenu généré par les utilisateurs, de contenu émotionnel. Du coup, la réflexion elle se dit, est-ce que cette approche-là n'est pas plus rentable que du display? Et est-ce que il y a des formats de display qui sont beaucoup plus adaptés en fait à nos réalités? Bon, ce sera, pour me prononcer, ce sera au cas par cas. Parce qu'il y a certaines marques qui, en fonction de l'étape où ils sont, ne veulent pas aller chercher beaucoup de très grandes audiences. Bon, ces marques-là peuvent s'abstenir de tout ce qui est display. Mais il y a d'autres marques qui ont besoin du volume de par leur taille ou soit de par leur situation sur le marché et tout, qui peuvent aller sur le display parce que le display, lui, peut leur permettre de toucher un très grand monde et ce, de façon plus ou moins très, très ciblée. Alors que qu'on appelle le créateur de contenu, son audience reste plus ou moins limitée, encore qu'il va falloir voir quelle est la taille de ce créateur de contenu, aller interroger ces chiffres au-delà du nombre comment on appelle-t-on, du nombre de vues, de likes, aller voir le nombre, les métriques d'engagement qu'il a. Au-delà des métriques d'engagement, faut pas tomber dans le piège que la plupart des créateurs font, c'est de prendre quelques posts qui ont bien marché sur sa page et de vous présenter ces métriques d'engagement-là. Alors, ce que moi, j'ai recherché pour travailler, pour choisir un truc là, ce serait déjà de voir l'évolution d'un mois à l'autre de sa base d'audience, ou bien de son bassin d'audience, et après de voir combien, au fil du temps, combien de son audience revient en moyenne
oh, chaque 30 jours. Parce que ça ne sert à rien que, bon, il fait un truc aujourd'hui, il a une pique de personnes, les gens viennent, les gens sont abonnés, mais que les gens ne reviennent pas. Donc, ça veut dire que lui-même, au niveau de son audience, il n'a pas eu d'ancrage correct pour pouvoir vous assurer que, bon, les personnes qu'il estime qui sont son audience, il a la visibilité et tout, ne sont même pas engagés envers lui en tant que personne. Donc, c'est pas envers votre contenu, le contenu promotionnel qui va faire pour vous qu'ils seront forcément engagés. Donc, ça fait partie des maîtrises qu'il faut aller chercher. Maintenant, en termes de display, comme je te l'ai dit, il y a tout ce qui est tracking, les trucs de tracking qui peuvent fonctionner pour l'Afrique. Mais mieux, il y a, depuis quelques années, on a sur le marché africain Eskimi qui essaie de pousser de nouvelles fonctionnalités telles que les clics to WhatsApp, les clics to Dial, bien les clics to Call, bien les clics USSD, des trucs comme ça. Donc, en fonction de la marque, on peut l'orienter vers des trucs comme ça euh, qui pourraient apporter des résultats pour les différents besoins qu'ils vont cibler. Super. Mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a le format qui marche le plus ou les formats qui fonctionnent le plus ici en Afrique? Ou on va Bon, dire dans notre région ici, en fait, en termes de dans, dans, display. dans notre région ici aujourd'hui, la plupart du temps, comment appelle-t-on, ce qui se fait, c'est le display, les affichages classiques avec les différents niveaux de ciblage. On peut cibler par géographie, on peut cibler par réseau mobile, par exemple, on utilise les données mobiles, que ce soit les différents opérateurs. On peut cibler euh, par centre d'intérêt, on peut cibler par média et tout. Donc, c'est ce que je remarque, c'est tout ce qui est institutions financières, BOAD, UEMOA ou bien les banques. Les banques font de la display et ils font de la display uniquement sur des médias thématiques, ils ne le font pas sur des médias classiques. Donc, ils le font sur des médias thématiques et je suppose que s'ils continuent pas à le faire sur ces médias, c'est parce que ça marche bien. L'autre chose est, vu que beaucoup de personnes ne font pas la display programmatique, parce qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui font la display avec Google Ads, mais display programmatique, non. Ce qui fait qu'aujourd'hui, de façon empirique, je ne peux pas te dire, voilà les tendances qu'on a pour la Super. display programmatique. Moi, Mais la display programmatique offre davantage de leviers, de segmentation, de ciblage que les displays de Google Ads. est-ce que tu peux nous dire un mot sur le ciblage? Parce que c'est important de signifier que lorsqu'on s'engage dans un investissement en display, ce ne sert à rien de cibler tout le monde et de se positionner sur des audiences qui sont stratégiques. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus? Donc, le ciblage, c'est assez important. Donc, il faut déjà définir, travailler sur les bailleurs persona. Et comme ce que moi je fais, je travaille sur les bailleurs persona en tenant compte du besoin des gens, de leur comportement et de leurs habitudes. Et quand on s'amuse à tracer des cercles, il y a un endroit où toutes ces personnes, tous ces trois points-là se recoupent. Et généralement, pour faire le ciblage, on le fait en se focalisant sur tout ce qui se retrouve à l'intersection de ces trois cercles. Parce que la plupart du temps, pour le ciblage, on se limite à l'âge de la personne, la zone géographique et peut-être quelques centres d'intérêt.
Or, toutes les marques proposent soit des produits ou des services pour répondre à un besoin. Donc, il faut voir le besoin de la personne. Quel est son comportement? Quel type de contenu il consomme? Pour trouver de l'information, quel est son comportement? Dans sa vie de tous les jours, il se connecte avec quoi? Est-ce que c'est un Wi-Fi? Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage aussi beaucoup? Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage beaucoup à l'intérieur du pays? Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage dans la sous-région? Est-ce que c'est quelqu'un qui voyage vers d'autres continents? Tout ça là permet de structurer et tout permet aussi de répondre. Il y a des marques qui aujourd'hui sont présentes dans plusieurs pays africains. Donc, si c'est une campagne locale, en fonction de, de ça, on va adapter la stratégie. Si c'est une campagne régionale, en fonction de ça, on va adapter la stratégie. Si par exemple, c'est des hôtels, par exemple, s'intéresser à est-ce que la personne voyage tout le temps ou est de passage est intéressant. Si c'est pour des chaînes de restaurants, c'est aussi intéressant. Parce on peut vouloir faire de la publicité uniquement sur la Côte d'Ivoire, mais vu qu'on est dans des types d'activités qui pourraient intéresser tout ce qui est voyageurs, personnes en transit en Côte d'Ivoire, même si c'est pour quelques jours, ça permet de savoir comment on va structurer le ciblage pour pouvoir capter ces personnes-là. Donc voilà un peu ce que je peux dire là tout de suite sur le ciblage. Et dans les plateformes la plupart des plateformes de programmatique, on a ces genres de trucs, de, D'accord. d'options de ciblage. Et tout à l'heure, je parlais aussi du géofencing, bien de footfall tracking. Donc, typiquement, voir les personnes qui fréquentent tel endroit, on peut les cibler. Les personnes qui ont fait tel endroit précédemment et qui sont revenus dans tel endroit, on peut aussi les cibler et leur pousser même des, des publicités beaucoup plus contextualisées par rapport à leur position. D'accord. On va terminer avec un point sur lequel je vais donner quelques éléments. Je pense que après mon intervention, tu vas boucler avec également ton avis sur ce sujet. C'est comment en fait les annonceurs doivent évaluer une campagne en fait de display. Parce que souvent, on part du principe que c'est une opportunité, on investit de l'argent, mais pas derrière. Quand on nous présente le rapport, quand on nous présente les chiffres, on ne sait pas réellement comment l'évaluer. Moi, par expérience, par rapport aux multinationales avec lesquelles j'ai travaillé, par lesquelles je suis passé, il y a 10 points en fait, parce que ce sont 10 points qui sont importants pour vous. La première chose, c'est vraiment de chercher à savoir si l'agence a réellement bien compris l'objectif derrière cette campagne-là. Est-ce que c'est une campagne de notoriété, c'est une campagne d'acquisition, c'est une campagne normalement qui doit nous aider à générer des leads. Donc c'est important que l'agence puisse comprendre cela parce que, in fine, c'est ce que vous allez regarder. La deuxième chose pour moi, c'est le ciblage. Est-ce que, comme Noureddin le disait, pourquoi cette audience? Pourquoi vous avez choisi cette plateforme? Parce que, en termes de display, Noureddin l'a dit, il y a plusieurs plateformes sur lesquelles vous pouvez également lancer la publicité display. La troisième chose pour moi, c'est est-ce que les créations là sont réellement adaptées au comportement des internautes? Et ça, Noureddin l'a signifié tout à l'heure. Est-ce que les créations les visuels ou bien les contenus display là sont adaptés au contexte parce que vous avez la possibilité de contextualiser. Donc, est-ce que ce que l'agence vous a proposé là, c'est vraiment contextualisé? Si ce n'est pas le cas, vous pouvez déjà travailler en interne sur ce que vous voulez. Après, c'est un peu comme un récap de tout ce que Noureddin a dit et que j'ai essayé de regrouper parce qu'au quotidien, c'est ce qu'on fait. Le quatrième point, c'est si l'agence vous demande en fait le budget pour avoir plusieurs visuels, c'est quelque chose à prendre très au sérieux parce que sur le display, il y a plusieurs formats. Donc, c'est important d'avoir plusieurs visuels, plusieurs messages à adapter et contextualiser, et puis également plusieurs hooks, plusieurs accroches parce que plus vous allez tester, plus ça vous permet de réduire ce que vous allez dépenser.
Après, il y a les indicateurs de performance sur lesquels il a bien expliqué le hook rate, le hold rate, le CTR, le taux de mémorisation, le trafic que vous arrivez à générer et surtout si les gens vous intègrent dans leur conversation. C'est très important. Après, c'est important de faire attention à des signaux. Est-ce que les internautes quittent rapidement? Est-ce que les formats sont fatigués? Et puis après, est-ce que le budget, il est bien réparti? Parce que quand on se lance dans une campagne display, le budget, il doit couvrir les créations de contenu, les tests, l'optimisation, le retargeting, et puis surtout les ajustements en temps réel. Après, vous devez tester la réactivité de l'agence parce qu'une fois qu'on a fini d'identifier certaines failles, est-ce que l'agence arrive très rapidement à ajuster cette campagne-là? L'avant-dernier point, c'est surtout de regarder est-ce que la campagne-là est vraiment en train de suivre le business? Est-ce que la campagne-là, les gens du commercial sont au courant? Est-ce qu'il y a une équipe terrain également qui est au courant? Parce que souvent, il y a une déconnexion entre l'équipe qui est sur le terrain et l'agence qui est en train de lancer la campagne. Nous sommes dans une entreprise, c'est une marque, on a lancé une campagne, mais personne n'est au courant. Alors que normalement, la campagne digitale intervient un peu comme l'armée de l'air pour pouvoir en fait faire le ratissage et puis l'équipe sur le terrain profite de ce ratissage-là pour pouvoir faire des actions terrain. Et puis le dernier point pour moi, c'est le reporting, quoi. Parce que s'il n'y a pas de reporting, vous ne savez pas à quel moment il faut amplifier, qu'est-ce qu'il faut corriger, là où il faut investir davantage. Donc, Nouroudine, si tu as un dernier mot à dire par rapport à ça, et on va clôturer et passer à la session des questions-réponses. Donc, le dernier mot, je veux juste compléter deux points au résumé, au récap que tu as fait. Il y a un point essentiel qu'on oublie, l'absence de funnel post-visibilité. On fait une campagne pendant la période de la Coupe du Monde. On a capté l'attention. Après, qu'est-ce qui se passe? Si rien ne se passe après, on a juste dépensé du budget et pour se faire voir et puis rien ne se... c'est bon, c'est mort. Parce que après avoir capté de la visibilité, il faut alors transformer cette visibilité-là en engagement envers la marque ou en client. Donc, ça suppose qu'on a déjà une audience chaude qui nous connaît. Donc, dans les 30 à 90 jours qui suivent cette exposition, on doit pouvoir avoir un plan d'action, des mini-campagnes ou un truc, soit pour conclure des ventes, ou soit faire comment appelle-t-on, du lead nurturing pour pouvoir garder ces personnes-là captiver, intéresser jusqu'à à les transformer en clients. Donc, il y a généralement, on fait des publicités, après on laisse, qui n'est pas bon. Il faut poursuivre l'action au bout pour pouvoir tirer profit de cette visibilité. L'autre chose, c'est tout ce qui est tracking. Quand on n'a pas de tracking, il est difficile d'apprécier la publicité parce que ce soit du display ou que ce soit tout autre type de publicité, puis les publicités classiques, il y a des fois où on fait une publicité, on a du monde, mais à peine 10% de ce monde-là converti dans la période. Mais dans les jours qui suivent et tout, il y a des gens qui viendront de cette publicité-là, qui vont convertir, mais ne pas avoir de tracking ne permettra pas de savoir que c'est les effets de la publicité passée. Donc, il faut avoir de tracking, que ce soit euh, ceux qui ont des dispositifs digitaux, que ce soit un site web, applications qui peuvent construire des dashboards. Ceux qui n'en ont pas, comme des centres commerciaux, des trucs là, on peut suivre genre, euh, la masse de personnes qui viennent, soit dans le point de vente, bien dans le centre commercial, les jours qui viennent après. On peut essayer de voir les produits qu'on a poussés pendant la période. Est-ce qu'il y a une demande
plus forte sur les 30 à 40 jours qui suivent cette exposition. Euh, Est-ce que eux aussi continuent pas sur tout ce qui est NPS, genre les mentions, les partages, les trucs là? Est-ce que ça continue pas évoluer, pas croître pendant la période? Les liens qu'on a mis avec les UTM, est-ce que ça fait truc là? Et même mettre les agents dans les boutiques, ceux qui ont des boutiques. Parce que il y a un truc qui est difficile à capter, c'est les captures d'écran. Et tous autant que vous êtes, vous savez qu'aujourd'hui, même vous-même, pour certaines publicités que vous voyez qui vous intéressent, même quand vous n'êtes pas prêt à acheter, vous faites les captures d'écran. Et après, vous cherchez la capture d'écran et vous allez peut-être en boutique, vous montrer la capture d'écran ou bien vous demander le nom du produit. Donc, c'est autant de techniques qu'on met en œuvre pour pouvoir essayer de quadriller tout le parcours d'achat, même post après l'événement pour voir quelles sont réellement les retombées de la campagne qu'on a faite. C'était les deux points que je voulais ajouter au récap que Yannick a fait. Super. Merci Nouroudine. Et pour rappel, c'est l'agence Big Five qui organise ce webinaire. Tous les jeudis, nous avons des webinaires. Et vu que nous allons entrer dans une période de la Coupe du Monde, on s'est dit que c'est intéressant d'échanger sur des sujets liés à cette compétition-là pour aider en fait les spécialistes du marketing et de la communication à attirer profit de cette compétition-là. Donc, pour des personnes qui ont besoin de renforcement de capacité dans tout ce qui est display et publicité digitale et tout autre renforcement de capacité en communication digitale, n'hésitez pas à nous contacter directement via notre compte LinkedIn. Alors, Nouridine, on a des questions que je qualifie de questions plus ou moins classiques. Donc, en attendant de répondre à ces questions classiques-là, parce qu'on a l'habitude de répondre à ce type de questions-là, est-ce qu'il y a des personnes qui ont des questions liées au sujet directement? Donc, l'investissement du display pendant les temps forts de l'année, pas forcément la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est un pré-test. Mais ce dont on parle aujourd'hui, c'est vraiment comment investir dans la publicité digitale et dans le display pendant les temps forts de l'année. Et les temps forts de l'année, il y en a plusieurs. Aujourd'hui, c'est la Coupe du Monde. Il y aura les grandes vacances, il y aura la rentrée scolaire, les fêtes de fin d'année, la Saint-Valentin, les fêtes de Pâques, le Ramadan, la Tabaski, tout ça, voilà. Donc, est-ce que il y a des questions sur la base de tout ce qu'on a partagé durant ces 50 dernières minutes? S'il n'y a pas de questions, on va attaquer directement les questions classiques qui ont été posées dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un, un volontaire qui veut bien poser une question? Il peut juste ouvrir son micro et poser sa question. Bonjour. Bonjour Sandrine. J'ai une question, s'il te plaît. Tu, tu, Bonjour, Yannick. Bonjour, tu peux te Noémie. présenter à tout le monde, hein. Oui, C'est bien ça, entendu. ouais, tout à fait. Bien entendu. Je suis Sandrine Lombok. Je suis camerounaise et je suis dans le domaine du digital. Bon, même si en ce moment, je ne suis pas en activité professionnelle. Je suis en recherche d'emploi. Donc, Noureddin après il a parlé des différents indicateurs d'une publicité digitale. Il a parlé du CPM, le coût pour 1000 impressions, le CTR, l'intention, pour regarder l'intention, le hook rate, le all rate. Bon, il a parlé d'autres indicateurs, donc j'ai pas très bien retenu les autres indicateurs. Et aussi, il a dit que après comment je vais dire ça? Après après les 10 points que toi tu as relevés, il y a d'autres points qu'il faut ajouter. Euh, bon, j'ai été un peu déconnectée. En fait, j'ai reçu un appel personnel, donc j'ai été un peu déconnectée. Je n'ai pas suivi les autres points qu'il fallait ajouter. Est-ce que ça dérangerait qu'ils reviennent dessus? Ce sont mes deux questions pour le moment. D'accord. Bon, comme on est pris par le temps et que c'est juste des informations que tu as ratées, tu pourras regarder le replay beaucoup plus calmement parce que même s'il doit répondre
les éléments qu'il a énoncés, il va aller beaucoup plus vite parce qu'on est pris par le temps. D'ac- Donc calmement, D'accord, d'accord, juste après la séance, on a l'habitude d'envoyer le replay à toutes les personnes qui étaient connectées. d'accord. Ok, d'accord, merci. Oui, la deuxième personne, je lis ici Techno KM5. La personne peut ouvrir son micro, se Hello, présenter et poser sa c'est question. Bilal. Hello, moi c'est Bilal Touré, social media manager et en ce moment je suis en recherche d'opportunités, un peu concentré. Ma question est la suivante. J'ai fait un certificat en display, Eskimi et puis aussi Google Display. Cependant, j'ai remarqué que ici, sur le marché local, les entreprises n'investissent pas dans la publicité. Déjà, même pour investir dans la publicité, c'est un problème. Mais en plus de cela, la publicité, quand ils veulent investir, généralement, ça se limite aux réseaux sociaux, Facebook Ads. Facebook Ads à la rigueur, TikTok Ads. Mais dans le display, même en tant que tel, les entreprises n'investissent pas. Alors, en tant que débutant, professionnel, junior dans le domaine, comment faire pour se démarquer, pour pénétrer le marché international sur ce côté-là? Ça, c'est la première question. Et puis, ma deuxième question, c'est comment amener une entreprise à investir, comment convaincre une entreprise à investir dans le display? Merci. Bon, la première question, c'est une question de carrière. Comme on n'a pas beaucoup de temps, il serait intéressant de se concentrer sur le sujet en lui-même. Maintenant, après, comment convaincre une entreprise d'investir son argent dans le display? Après, tout est une question de priorité. Donc, quand on veut emmener une entreprise à investir dans le display, il faut orienter en fait ce besoin-là vers leur priorité. Si une entreprise doit dépenser 1 million dans le display, qu'elle se rend compte que cet investissement-là ne va pas dans le sens de leur priorité, bien évidemment, elle va pas investir. En tant que directeur marketing, il y a un arbitrage qu'on fait en fonction du budget qui est à notre disposition. Mais très souvent, l'erreur qu'on fait, on veut obliger les gens à comprendre que le display est important pour eux. Mais c'est important, mais est-ce que c'est urgent pour le directeur marketing qui a des objectifs à atteindre? Il a 200 millions de chiffres d'affaires à faire. Donc c'est important de présenter la chose sous un prisme qui est différent. Il ne faudrait pas en fait qu'on se considère juste comme des techniciens, mais il faut aussi se mettre dans la peau du manager pour penser retour sur investissement. C'est vrai que ce retour sur investissement, il n'est pas aussi rapide comme les méthodes que nos entreprises utilisent aujourd'hui, mais c'est important de montrer ça sous un autre angle. Il n'est pas toujours obligé les entreprises à mettre autant de budget, de commencer tout doucement, même si vous voulez dire à une entreprise d'investir 1 million, mais commençons d'abord avec 200 000 pour voir ce que ça donne à une petite échelle avant de pouvoir obliger une entreprise à investir autant d'argent parce que ça ne fait pas partie pour l'instant de nos habitudes d'investissement en termes de marketing au niveau commercial. Noureddin, je te laisse la parole également pour apporter ton élément de réponse. Non, aujourd'hui, je pense, bon, personnellement, je pense que l'un des freins ou bien des causes de réticence des entreprises à tout ce qui est publicité display du moins, c'est le niveau de maturité ou bien le niveau de digitalisation, maturité digitale ou bien de digitalisation des entreprises. C'est essentiellement ça. Si les personnes qui sont au-delà du directeur marketing, toute l'hierarchie, s'ils ne sont pas, comment l'appelle-t-on, ils n'ont pas une certaine maturité du digital, ils n'ont pas une certaine compréhension des enjeux ou des opportunités à saisir sur le digital, leur présenter ce levier-là. Ils le verront de façon abstraite parce qu'aujourd'hui, en day-to-day, ce que ces personnes-là voient le plus, c'est les réseaux sociaux, c'est Facebook, c'est TikTok.
Parce qu'il y a beaucoup de ces patrons qui vont sur Jeune Afrique ou Sika Finance, Financial, qui voient des bannières. Mais pour eux, ils ne savent pas comment ces bannières se retrouvent là. Est-ce que c'est de la publicité? Est-ce que les gens ont payé? Non. Donc, il y a un travail d'éducation à faire, mais aussi, comme Yannick l'a dit, il faut pouvoir justifier les dépenses. Donc, c'est ce que j'avais à dire sur ce point. Ok, d'accord. Est-ce qu'il y a une troisième personne? Est-ce qu'il y a une troisième personne qui veut poser une question? S'il n'y a pas de questions, on va attaquer directement les questions classiques qui ont été laissées en commentaire. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Donc, ouais, je pense que euh, Bilal, c'est toi qui avais posé la question. Est-ce que le display est efficace en Afrique? Ouais, je pense que Oui, oui. on a répondu en partie à ce que tu as dit. Oui, c'est important, mais tout dépend de l'angle par lequel on présente la chose. Il y a quelqu'un qui a demandé, Boué Ezekiel a demandé quelle est la différence entre la publicité display et la publicité sur les réseaux sociaux. On nous dit, je te laisse répondre et puis après, s'il y a des contributions, après, je le ferai. La publicité sur les réseaux sociaux, comme tu le dis, se limite pour la plupart du temps aux réseaux sociaux. Mais alors que la publicité display va sur beaucoup plus d'inventaire. Ça va des sites d'information, ça prend aussi en compte des jeux, Donc, application mobile, des applications mobiles. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, le display couvre même des panneaux d'affichage numérique en ville, dans les centres commerciaux et autres. d'accord. Moi, ce que je voulais ajouter, c'est que au niveau du display, j'ai beaucoup plus euh, en fait, le display, pour moi, travaille surtout beaucoup plus, comme tu l'as dit, comme l'assortiment est large sur la mémorisation et la répétition. Et sur les Ouais. social media, on est beaucoup plus sur de la conversation, de l'engagement et puis des réactions. Voilà. Donc, c'est un Et peu... de toute façon, aujourd'hui, pour faire du ciblage, genre ciblage millimétré, sur le display, on a plus ou moins plus de critères et de leviers de ciblage que ce que la plupart des plateformes publicitaires des réseaux sociaux nous permettent aujourd'hui. D'accord. La deuxième question avec laquelle on va terminer, s'il n'y a pas de... Ah, ok, je vois une main qui est levée, c'est Emmanuel. Donc, avant de répondre à Emmanuel, la personne a demandé quelles compétences faut-il pour devenir expert en publicité, quels sont les outils que vous recommandez. En fait, déjà, avant d'être un expert en publicité, on est d'abord un commercial, hein. Et le commercial, de manière naturelle, il essaie de comprendre les besoins des gens. Il essaie de comprendre les comportements des humains. Il sait lire des données. Et puis après, comme on est sur de la publicité, il faut savoir maîtriser des plateformes comme Meta Ads, Google Ads, LinkedIn, Eskimi. Et il faut être très cultivé, comme Noureddin aime bien le dire. Il faut être très cultivé. Il faut avoir une culture créative parce que c'est très important. Il faut, il faut avoir cette capacité-là à tester rapidement. Et puis, il faut apprendre à comprendre les business, quoi. Il faut apprendre à comprendre les business. Il faut comprendre les modèles économiques du business, les tunnels, tout ce qui est CRM, la rentabilité, les objectifs commerciaux. Voilà. Donc, Noureddin, je vais te laisser maintenant au niveau de tout ce qui est outils, des outils que un spécialiste doit maîtriser en Bon, fait pour faire. en termes d'outils, tout ce que Yannick a dit, après, en termes d'outils, en termes de plateformes, on a plusieurs plateformes euh, pour faire du display, que ça soit du display programmatique ou encore l'autre forme de display qu'on appelle du native ad. On a Outbrain, Taboola, Criteo, Teed, euh, euh, Trade Desk. Trade Desk et encore quoi.
On a Google, je peux dire aussi qu'en termes d'outils d'analyse, on a aussi Google Analytics. Ouais, on a Google Analytics, on a Looker Studio pour faire des dashboards ou Power BI. Tout à fait. On a aussi les connecteurs. Il y a la plateforme display de Google, Google Marketing Cloud avec le DV360. Mais après, l'autre chose aussi pour lesquelles la plupart des gens ne font pas du display programmatique en Afrique, c'est les budgets. Parce que la Ouais, plupart, parce que la- la trésorerie est tendue, et puis les charges sont lourdes, la pression est... En fait, ouais, il y a toujours la pression commerciale qui est quotidienne, alors qu'avec avec la programmatique, là, il faut être un peu patient, quoi. bon, au-delà de la patience, par exemple, quand on prend la plupart des trades desk, par exemple, le budget minimum, c'est 10 000 $ pour une campagne. Donc voilà, après, si on choisit encore une plateforme de DSP pour pouvoir faire des enchères en temps réel de façon spécifique, il faut payer des droits de siège qui peuvent commencer à partir de 5 000 $. Donc quand tu mets Faut pas ça, effrayer quand les tu gens. compares, Je vous dis, quand tu pardon, compares faut pas effrayer tout. Faut pas effrayer. non, j'ai dit c'est pour en raison, mais c'est pas toutes les plateformes. Par exemple, avec 1 000 $ qui fait quasiment 500 000, on peut faire de la publicité display avec Eskimi. Donc, il y en a pour tous les boosts. Donc, le truc est, il faut faire un fit entre les objectifs, les besoins et les opportunités. Tout à Donc, fait. voilà. Emmanuel, on va terminer avec ta question. J'ai vu que tu as le bras levé. Oui, bonjour à tous. Désolé, je ne pouvais pas écrire en fait, comme je n'ai pas détaillé actuellement. En fait, ma question, c'était concernant le display dans le secteur B2B. Donc, quand je prends par exemple les grandes industries, que ce soit l'énergie, la logistique, ce genre de choses, je voulais savoir, est-ce que au jour d'aujourd'hui, c'est pertinent, par exemple, pour ces industries de pouvoir faire du display? Si oui, est-ce que je peux avoir une maison pour un cas où, bon, globalement, c'est pas vraiment très pertinent, puisque eux, généralement, ils sont beaucoup plus axés sur image de marque, positionnement, voilà, les réputations en fait, vis-à-vis des différents clients cibles, en fait, puisqu'ils sont essentiellement dans le B2B. Donc, c'était un peu ça ma D'accord. question. D'accord. Avant que Nourdine ne prenne la parole, moi, je vais te donner deux exemples. Il y a Big Five même d'abord, et puis il y a Odoo. Tu connais Odoo, non? Est-ce que tu connais Odoo? C'est un outil de CRM. Oui, oui. Voilà. Ils sont beaucoup dans le B2B. Donc, la plupart de, de la stratégie au niveau de tout ce qui est display, ils ont d'abord des événements. Donc, à chaque fois qu'ils ont des événements, ils utilisent le display en fait pour promouvoir ces événements-là, pour rencontrer en fait les clients B2B. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, ils ont du contenu à forte valeur ajoutée qu'ils essayent de pousser. Donc la plupart du contenu qu'ils poussent au niveau du display, c'est pas forcément des contenus où ils font des offres commerciales. C'est soit du contenu où ils invitent en fait les gens à s'inscrire pour un événement qu'ils organisent, ou soit du contenu à forte valeur ajoutée. Et c'est un peu dans cette dynamique-là que nous-mêmes, Big Five, on se positionne. Et la plupart du temps, dans le B2B, comme nous sommes en Afrique et qu'on a encore besoin de se parler, d'être au contact, la plupart du temps dans le B2B, quand on utilise le display, c'est pour un objectif en fait, pour marquer son autorité, pour montrer qu'on est utile, et puis surtout pour faire entrer des gens dans notre tunnel qu'on va, euh, qu'on va fidéliser au fil du temps, quoi, pour pouvoir amorcer des conversations. Noureddin, je te laisse continuer. Ok. Non, pour aller dans, toujours dans la même veine que Yannick, comme je le disais tout à l'heure, il va falloir prendre en compte les comportements et les besoins. Même en B2B, là,
celui qui prend la décision ou bien celui qui peut suggérer cette décision, la personne a des besoins, a des comportements et des habitudes. Donc là, on va prendre ses besoins professionnels et ses comportements et ses habitudes en situation professionnelle. Ça permet de cadrer un peu son parcours pour voir comment cette personne procède et tout, pour pouvoir voir à quel moment de, de ce parcours on peut utiliser les publicités display pour pouvoir toucher cette personne. Et je pense que c'est les exemples de cette réflexion-là que Yannick t'a donné là. Ok, d'accord, je vois. Il n'y a pas de souci. Ça va. Ah, ok, merci. Donc, on va clôturer ce webinaire. On remercie toutes les personnes qui se sont connectées. Merci à Ali, à Armel, à Axel, à Maximilienne, à Ezekiel, à Chanel, à Corinne, à Ellie, à Franck, à Herman, à Jean-Claude, à Joshua, à Lorraine, à Patricia, à Morel, à Nelly, à Oulaï Aka, à Safia, à Sandrine, à Serge, à Sou, à Stéphane, à Stéphanie et à Aïcha et à Yann Samuel également. Merci. On se donne rendez-vous le 21 pour la présentation de notre outil que nous avons mis en place qui s'appelle la veille, qui permettra en fait à tous les professionnels de la communication, du marketing et du social media de pouvoir s'inspirer et de trouver facilement en fait du contenu pour travailler en fait sur les stratégies de contenu. Donc, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore inscrites à cette présentation qui se fera en ligne, vous pouvez aller sur notre compte LinkedIn pour vous inscrire, pour ne pas rater cet événement-là, parce que c'est la première fois en Afrique que ce genre d'outil-là sera présenté. Merci à tout le monde et puis merci pour votre fidélité. Le lien a été mis en commentaire, pardon, dans le chat par mon collaborateur Kossi. Donc, vous pouvez cliquer pour vous inscrire à cette keynote-là qui sera très intéressante. Voilà. Merci et puis portez-vous bien. Vous allez recevoir le replay dans le courant de cette journée-là par mail. Et puis, que Dieu vous bénisse.